Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de MVP. Aujourd'hui, je suis l'interrogateur et Antoine est l'interviewé. Je vais lui poser pas mal de questions sur justement le business model de l'agence SEO slash l'agence digitale, hein, on peut généraliser ça à l'agence digitale aussi. Et on verra ensemble en gros quels sont les avantages et les inconvénients, peut-être vendre son temps, etc. Est-ce que d'un point de vue chiffre d'affaires, on peut très vite monter, d'un point de vue bénéfice, peut-être aussi les charges, etc. Enfin, on va vraiment essayer de tout aborder pour la personne qui peut-être se demanderait est-ce que ça peut être sympa de se lancer en agence, etc. Et surtout que l'épisode précédent qui est sorti juste avant, c'était moi qui vous parlais des avantages et des inconvénients du freelance aussi digital du coup, mais plus spécialisé SEO. Comme ça, on va pouvoir faire le parallèle entre les deux. Antoine, qu'est-ce que tu en penses de ce sujet-là? Bah écoute, sujet intéressant. Moi, je suis tout oui, je t'écoute et puis je répondrai à toutes tes questions. J'ai vu qu'il y avait aussi des questions auditeurs qui étaient orientées, je crois, sur le modèle agence. Donc voilà, Ouais, on va ratisser. Et puis bon, voilà, pour refaire un peu de contexte, j'ai une agence qui s'appelle SEO Monkey. On est une quinzaine, l'agence a 3 ans. Je partage aussi mes locaux avec une autre agence qui s'appelle La Quincaillerie, qui a cinq ouais, ans, ils sont une trentaine. Donc bon, globalement, le modèle, on commence à le connaître. Voilà, travailler en agence. ouais. Et dans l'épisode, l'idée c'est de casser les mythes, d'être le plus transparent possible et de parler à la fois des avantages et des inconvénients de ce modèle qui est un modèle à part en fait par rapport, c'est vrai, à d'autres business models qu'on peut trouver. Tout à fait. Toi, d'ailleurs, pour entrer dans le vif du sujet, si en une phrase, tu devais définir peut-être les avantages et les inconvénients de l'agence, qu'est-ce qui te vient à l'esprit direct? Genre l'avantage qui te vient à l'esprit, l'inconvénient qui te vient à l'esprit, genre les deux plus gros. Ouais, alors du coup, l'avantage, je dirais que ça monte vite en chiffre d'affaires, donc c'est cool, ça marche tout de suite, une agence, un peu comme un Ouais, freelance. Et l'inconvénient, bah, je dirais que le plus dur, c'est la gestion des ressources humaines, enfin des équipes, quoi, parce que forcément, tu montes très vite aussi, tu montes très vite en équipe, et ça a ses avantages et ses inconvénients, mais disons qu'en effet, c'est peut-être l'élément le plus difficile à gérer. ok, ouais, ok. Et du coup, sur la partie chiffre d'affaires, est-ce que tu penses que, par exemple, je sais pas, une agence qui se lance demain, est-ce que n'importe quelle agence peut rapidement monter en chiffre d'affaires ou est-ce qu'il faut pas déjà un peu avoir travaillé, je sais pas, son branding, peut-être être bon en networking, etc. Ou tu penses que c'est vraiment à la portée de tous de faire du chiffre Ah ouais. d'affaires rapide en Oui, non, agence? c'est comme pour un freelance en fait. D'ailleurs, le modèle au début, il est très 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 similaire. D'ailleurs, si vous lancez une agence, un conseil, commencez par freelance, même si vous voulez faire agence. Puis mettez-vous en agence quand vous avez votre portefeuille qui est plein. Mais globalement, oui, en fait, il faut faire du branding, savoir communiquer. Donc non, c'est pas si facile que ça, bien sûr, mais simplement par rapport à un autre modèle, bah, admettons qu'on vend une prestation 1000 euros par mois, bam, on est tout de suite à 1000 euros de chiffre Ouais, d'affaires. Alors que quand on vend un produit, bah, en fait, on fait au début deux ventes de produits à 50 euros et en fait, c'est pas du tout, du tout, du tout la même chose. ouais, c'est clair. Ok. Et bah, tu sais, quand on commence une activité comme ça, surtout quand on vend ce service, on a globalement deux solutions pour l'acquisition de clients. Ça va être tout ce qui est inbound et au contraire l'outbound. Est-ce que toi, peut-être pour expliquer un peu aux auditeurs, qu'est-ce que tu as préféré faire? Est-ce que tu as fait un petit peu les deux ou est-ce que tu as été plutôt inbound, plutôt outbound? Alors, ouais, gros, alors soyez à fond hitbound, c'est ce qui marche. Euh, alors pour refaire un peu de contexte, l'inbound, c'est quand on communique ou alors par exemple, pareil, on peut faire de l'apport d'affaires, du réseau, etc. Mais que c'est finalement les gens qui viennent à vous ou à nous. L'outbound, c'est le fait d'aller faire du call donc en gros d'aller démarcher des gens sur LinkedIn, etc. Donc clairement, faites de l'inbound, construisez votre marque, construisez un réseau. Euh, c'est ce qui marche. C'est vraiment ce qui marche et c'est ce qui marche sur le long terme en plus de ça. Ok, ok, super intéressant. Bah, de toute façon, je pense qu'on a tous les deux globalement la même vision. Et c'est vrai qu'en freelance, c'est assez similaire de ce côté-là. J'invite toujours les gens à se focaliser plutôt sur l'inbound, donc bah, peut-être référencer son site, peut-être commencer à faire son branding un petit peu pour qu'au final, les leads tombent tout seuls, entre guillemets, plutôt que de s'embêter à gérer des campagnes d'emailing ou quoi. Après, c'est aussi une question de personnalité. Je pense qu'il y en a qui sont très bons en démarchage téléphonique, limite, qui vont voir ça comme un jeu, qui vont y prendre du plaisir, tu vois. Mais je sais que je pense que globalement, c'est pas trop notre cas à tous les deux et c'est pour ça que nous, l'Inbound, on kiffe bien, quoi. Ouais. Honnêtement, je j'ai pas de cas dans mon entourage où ça marche. Je sais pas si ça Ok, peut ouais. marcher. Même ça, je pourrais pas te dire si ça peut marcher même en étant bon là-dedans. Tu
Franchement, je pense que si, mais c'est clair que si tu prends par exemple un domaine comme l'emailing, clairement, il y a tellement de personnes qui en font. Même moi, en tant que freelance, je reçois tellement je me fais tellement démarcher par soit des rédacteurs, des vendeurs de liens, des personnes, même des fois qui veulent travailler avec moi en stage ou quoi. Tu reçois tellement de sollicitations que c'est clair qu'il faut te différencier. Mais moi, je sais que en tant que personne qui se fait un petit peu solliciter, c'est rare, mais il y a des fois où je me dis, ah ouais, putain, le mail qu'il m'a écrit, il me l'a vraiment écrit à la main. Il y a des éléments, tu vois très bien qu'il l'a fait manuellement et c'est original et tout, et tu as vraiment envie de répondre à la personne, quoi. Mais c'est une fois sur 1000, hein. Je sais pas si ça t'arrive, toi, mais c'est assez rare, quoi. Ouais. Bah, honnêtement, c'est vrai que moi, quand je reçois un mail, généralement, je le lis pas. Ah bah Enfin, oui, bah, de toute façon, c'est pas un mail que j'attends. Et ouais, une c'est clair. candidature, c'est différent. Bien sûr, une candidature, on attend que vous candidatez. Donc, mais Ouais, pour du client, ouais. En tout cas, je connais pas une seule personne qui fonctionne sur ce modèle-là en service. ok. Mais enfin, moi, ma vision du truc, c'est que soit faut faire de l'ultra personnalisation, ou soit faut y aller vraiment comme un bourrin pour multiplier ses chances en faisant vraiment du masse, mais en sachant que tu as un taux d'ouverture qui est très faible, etc., un taux de réponse qui est très faible. Enfin, pour moi, si tu fais un petit Tu entre-deux, connais quelqu'un qui a réussi en faisant de l'outbound? Enfin, qui fait ouais, que ça franchement, ouais. sur Non, le pas plan. qui fait que ça, mais tu vois, c'était un collègue en agence qui travaillait avant en freelance et qui m'avait dit que lui, il avait fait de l'outbound, mais vraiment qualitatif, personnalisé. Et notamment, c'était sur LinkedIn. En fait, il envoyait des messages sur LinkedIn. Et tu vois, pour prospecter des clients, ce qu'il faisait, c'est qu'il disait bonjour X, j'ai passé, enfin, tu vois, c'était 100% manuel. J'ai passé votre site dans des outils SEO. J'ai vu que par exemple, il y avait cette position-là qui pouvait être améliorée et tout. Tu vois, un message très très personnalisé. Tu reçois ça, tu dis la personne, elle a vraiment analysé mon site d'un point de vue SEO et tout. Et il m'avait dit que vraiment, bah après, c'était un bon profil, tu vois, il y avait tous les éléments de réassurance derrière. Dès que tu vois son profil, tu sais que c'est un bon, etc. Et il me disait que ça marchait vraiment bien, ouais. Et moi, j'avais fait un peu d'emailing d'outbound au tout début quand j'étais freelance en parallèle de mes études, etc. Et j'avais eu des retours. J'avais jamais signé personne par contre, mais j'avais quand même fait des calls, tu vois, de propal, etc. Ça n'avait pas abouti au final, mais j'avais un petit peu commencé, j'avais eu des premiers résultats. Et moi, pour le coup, je faisais vraiment, je crois que c'était vraiment du non personnalisé, quoi. Donc c'était il y a quelques années. Mais je pense que honnêtement, ça peut marcher. Mais moi, si demain je devais en faire, ce serait vraiment du très personnalisé, quoi. C'est-à-dire montrer à la personne que tu t'es vraiment intéressé à son activité, à son site, et lui proposer directement des exemples, deux, trois mots-clés business à aller optimiser où il est, par exemple, dixième, en lui disant, voilà, je pense qu'il y a des choses à faire. Je pense que là, la personne, elle se dit, ok, c'est pertinent, quoi. Mais bon, faut être bon là-dedans et je pense qu'il faut soit personnaliser ou soit faire de la masse à mort pour jouer sur le volume, quoi. Mais du coup, pour en revenir peut-être un peu aux avantages, inconvénients de l'agence digitale, bah déjà, je pense qu'un inconvénient, c'est qu'il faut soit être bon, je pense, en inbound, soit en outbound. Ça me paraît vraiment logique. Si vous n'aimez ni travailler votre branding, ni votre SEO, et que d'un autre côté, vous n'êtes pas non plus à l'aise avec le fait de démarcher des gens, ni de faire du réseauting, etc., bah, malheureusement, ça tombera jamais tout seul, je pense. Et donc, ça peut être un inconvénient. En top avantage, tu avais dit que du coup, faire du chiffre d'affaires, c'était assez rapide, assez facile, entre guillemets, en tout cas par rapport à d'autres business models. Euh, Ceci dit, il faut faire quand même la distinction, je pense, pour les auditeurs, entre le chiffre d'affaires et le bénéfice. Et donc, ce qui fait la différence entre les deux, c'est globalement les charges, en fait, qui vont être soustraites à ton chiffre d'affaires pour dégager ton bénéfice. Est-ce que agence SEO, agence digitale, c'est un modèle où justement tu vas avoir beaucoup de charges ou est-ce qu'au contraire ça va et globalement tu fais beaucoup de marge sur les prestations qui sont vendues? Alors oui, il y a beaucoup de charges. D'ailleurs, ça aurait pu être un des top enfin, inconvénients. C'est que oui, en effet, bah, forcément, il y a beaucoup de charges salariales déjà. Ouais, Par exemple, nous, on n'est pas une grosse agence, mais on est déjà 14. Donc imaginez ce que ça peut représenter en termes de salaire. Donc en effet, généralement, quand on essaye de développer une agence, au début, on cherche pas la marge et le bénéfice, on cherche l'équilibre. C'est déjà pas mal. C'est un modèle aussi qui s'autofinance l'agence, donc il n'y a pas besoin de faire d'emprunt. Surtout, ne faites pas un emprunt pour monter une agence. C'est pas du tout comme ça. Enfin, vous n'avez pas besoin normalement de le faire. Ça peut vous sortir de certains moments un peu délicats, mais c'est pas nécessaire. Mais oui, en tout cas, clairement, les charges sont importantes. Les charges salariales, c'est ce qui est le plus gros. Derrière des salaires, il y a des impôts aussi, il y a l'URSSAF. Il y a ouais, beaucoup de TVA aussi en agence. Euh, Parce que forcément, en fait, le chiffre d'affaires, il y a 20% quasiment qui est imputé de TVA. Donc généralement, une agence, elle va payer
Je vais te donner un pourcentage. Je pense que c'est à peu près 25% de son chiffre d'affaires qui part en impôts. Ok, Là, ouais. ouais, c'est ça. Si tu fais, par exemple, 50 000, tu as à peu près 15 000 qui vont partir en TVA plus SURSSAF. Ok, Donc, ouais. et c'est clairement un pourcentage parce que plus tu augmentes, plus ta TVA augmente, plus en gros, ouais, donc des grosses charges en agence. Et très compliqué en effet de vraiment faire du bénéfice. Si vous voulez faire du bénéfice en agence, il faut vraiment avoir des objectifs de portefeuille, c'est-à-dire qu'il faut que tout soit, voilà, combien doit avoir en CDI pour être rentable, combien doit avoir en alternant pour être rentable, sachant que bien sûr il y a un delta entre les objectifs et la réalité obligatoire. Ouais. Euh, et également aller chercher quelques grands comptes ou belles TPE pour aller avoir des tickets un peu plus importants que de la petite entreprise, Mhm. ce qui va vous permettre de chercher le bénéfice. Mais ouais, compliqué de faire du bénéfice en agence. Nous, on a en réalité 2 ans SEO Monkey parce que la première année, c'était un peu différent. Et pour être totalement transparent, le bénéfice, ça n'a pas été un objectif voilà, sur les 2 dernières années de croissance. C'était pas du tout l'objectif. Ok. Et toi, tu penses qu'une agence qui se crée demain, au bout de combien de temps elle peut espérer peut-être avoir un objectif de bénéfice, voire de se verser un bon salaire, etc. en tant que dirigeant? Tu penses que ces questions-là ou ces objectifs-là, ça arrive au bout de combien de temps en moyenne? Bah, en fait, ça dépendra vraiment du coup de qui crée l'agence et quand, quoi. Par exemple, si toi tu crées une agence aujourd'hui, tu seras beaucoup plus avancé que moi quand je l'ai créée il y a 2 ans ou 3 ans. Ouais, Euh, Moi aujourd'hui, si je referais une agence avec ce que j'ai aujourd'hui, peut-être plus de réseau, un petit peu plus d'acquisition, beaucoup de process, enfin voilà, il y a plein de choses qui se sont mis en place. Peut-être que je recruterais moins d'alternants, plus de CDI et je viserais plus vite les portefeuilles, avoir une petite team. Peut-être qu'en fait, aujourd'hui, on pourrait être 5 et faire le même chiffre d'affaires. Non, parce qu'en réalité, ouais, c'est pas possible. Mais en gros, voilà, peut-être qu'il faut viser une ouais, je croissance vois. moins rapide, mais solide et aller chercher le bénéfice. Ça a ses Je vois la avantages. logique. Vraiment. Mais au final, c'est un peu la démarche, tu sais, on en parlait de Uplix par exemple, qui est une agence SEO, où justement, eux, a priori, sont vraiment full CDI, enfin full CDI, je sais pas, mais en tout cas, ils essayent de recruter vraiment des profils que seniors. Et j'imagine que dans leur portefeuille client, ça doit se refléter par une bonne part quand même de grands comptes et d'ETI peut-être, mais voilà quoi. Et je pense qu'effectivement, ça peut être un très bon point, surtout que même d'un point de vue freelance, tu vois, les plus gros clients, enfin même avec tous les freelances avec qui je discute, les plus gros clients souvent c'est aussi les moins chiants entre guillemets, c'est-à-dire que des fois un gros client, bah ok va falloir assurer derrière, ok peut-être que quand pendant la période de propal ce sera un appel d'offres et que tu seras en concurrence avec d'autres agences ou d'autres freelances etc. Par contre souvent une fois que c'est signé, ils sont pas trop chiants entre guillemets parce qu'ils ont d'autres chats à fouetter et parce qu'ils sont aussi moins proches de leur argent en fait versus le petit graphiste freelance qui va prendre une prestation SEO et ça va être 100% de son budget acquisition, tu sais, voire elle va se dire qu'au début, les premiers mois, elle va investir limite à perte, etc., mais que ça va bénéficier pour la suite. Et c'est vrai que d'un point de vue trésor, t'es un peu plus stressé, etc. Est-ce que tu l'as ressenti ça, toi, en interne, en agence, selon la typologie de clients, quels clients peut-être sont les plus demandeurs en termes de, je sais pas, moi j'avais un client qui me relançait tous les 2 3 jours, par exemple, pour savoir quand est-ce qu'on rentre sur ce mot-clé, etc. Euh, Est-ce que tu as ça aussi, Oui, oui, selon oui, quel client, quoi? complètement. En effet, plus le client est petit, un indépendant, etc., sera beaucoup plus exigeant en termes de temps, etc. Et Uplix, c'est un super case study parce que le fondateur d'Uplix est un ancien directeur d'Eskimos, donc il connaissait bien justement les process, etc. Je pense que c'est vraiment le cas qu'on s'est dit, ça dépend de qui monte l'agence, à quel moment, avec quelle expertise, Ouais. quel réseau, etc. Et j'ai vu que Uplix, c'est pas vieux, hein, ça doit avoir 2 3 ans max. Et Mhm. j'ai vu Possible, qu'ils ouais. avaient passé le 2 millions, je crois, euros de chiffre d'affaires, donc beaucoup, enfin, vraiment très gros, hein. Ça fait partie déjà des plus grosses agences. Et comme tu dis, hein, je pense que c'est quasiment que du beau client, que du grand compte. Mais bon, c'est pas si facile que ça de les avoir, ces clients-là. À mon avis, au début, tu es obligé, surtout quand tu te lances et que tu n'as pas une grosse XP, bah, de Ouais, commencer c'est avec des clair. petits comptes, de te faire, etc. Bah, surtout, Mais comme tu dis,
le fondateur de l'agence, c'est Emmanuel de Vomoré, et effectivement, c'est quelqu'un qui a fait largement ses armes dans le game de la Presta SEO, qui doit avoir un réseau, on n'arrive même pas à imaginer à quel point il est grand, je pense, Ouais. notamment avec les grands comptes avec qui il a bossé chez Eskimos, etc. Enfin, tu dois avoir, typiquement, dans ton répertoire, tu dois avoir le numéro de directeur marketing de tel grand groupe, etc. Donc forcément, ça facilite les choses. Et bah, je pense que c'est un très bon move de sa part. En plus, je crois que pour l'histoire, globalement, il se retrouvait plus trop dans ce que Eskimos faisait. Donc, il s'est dit, bah, je vais monter mon agence vraiment à mon image, etc. Et puis, on voit qu'il y a vraiment une identité assez forte, type, c'est pas l'agence normalement qui va te faire des PowerPoint infinis, etc. Et puis, ils veulent pas non plus grossir à l'infini, j'ai l'impression. C'est plutôt la dimension inverse de se dire, bah, qualité, rentabilité, et puis voilà, quoi, c'est tout. Et c'est vrai que là-dessus, c'est plutôt cool. D'ailleurs, au final, enfin, ça se rapproche pas mal de la vision que j'ai moi en tant que freelance, dans le sens où j'ai pas envie de déléguer, j'ai pas envie de recruter. Je me dis plus avoir quelques clients très quali et puis tourner comme ça, ça me va très bien. Est-ce que toi d'ailleurs, c'est quoi ta vision de ton agence sur les prochaines années? Est-ce que tu es plus sur du recrutement en quantité ou au contraire, enfin moi je connais un peu la réponse, mais ou au contraire recruter que quelques personnes, vraiment plus qualitatives, peut-être passer d'un niveau confirmé à un niveau plutôt senior? C'est quoi ta vision? Bah en fait, tu vas peut-être te donner ma réponse parce que tu t'as dans la tête que je te dise justement améliorer la qualité des équipes et arrêter de recruter, mais pour moi en fait les deux vont de pair. Ouais, C'est-à-dire qu'en fait le SEO, il n'y a pas d'école. Les gens arrivent sur le marché normalement, sont pas tout de suite experts. Et moi je trouve ça ouais, très pertinent d'avoir des niveaux en agence de seniorité différents pour permettre à des profils juniors de travailler sur de l'opérationnel, sur des tout petits comptes. Et ouais, en fait, c'est plus adapté en fait. C'est-à-dire que si vous êtes un serrurier ou un plombier qui n'a pas trop de chiffre d'affaires, qui a pas pignon sur rue, parce qu'il y en a qui font beaucoup de chiffre d'affaires malgré tout parmi les artisans, c'est un délire. ouais, Et ben, il vous faut plus un profil opérationnel, pas forcément super bon en strat. Et en fait, ce profil-là, il va vous apporter un meilleur retour sur investissement parce que ce qu'il vous faut, c'est de la rédac, c'est de la création de pages, c'est du netlinking, mais de base. ouais, Et du coup, c'est trop bien parce qu'en fait, nous, en tant qu'agence, on peut apporter, et même un freelance qui commencerait, en fait, il peut apporter beaucoup de valeur en étant junior à un compte qui lui correspond, c'est-à-dire un compte qui n'a pas besoin voilà, de faire du SEO international, de faire des strates de pages dynamiques, des choses assez simples. Et ensuite, dans cette agence-là, tu peux imaginer un peu des niveaux de management et aussi même en interne, au même niveau, des niveaux de seniorité différents, ce qui fait que on va pouvoir traiter des comptes plus importants avec du budget et du pilotage d'équipe plus important. Et en fait, ça va créer un écosystème qui va grossir en effectif et permettre aux juniors de monter en compétences. Donc sincèrement, ouais. moi je pense que le modèle Duplix slash Eskimos, qui est un modèle très similaire, slash Primelis, euh, l'agence web, ce genre d'agence, de belles agences, pour moi, ils ont le modèle, en fait, ils doivent grossir pour monter en expertise, en fait. Les deux vont de pair. Ok, ouais, c'est super intéressant comme vision. Mais d'ailleurs, tu vois, moi quand j'étais à l'agence web, alors c'est pas du tout un scoop, je pense que c'est commun à beaucoup d'agences SEO, et même j'en ai parlé à d'autres agences et c'est le cas. Tu vois, un des inconvénients de l'agence, en tout cas de l'agence SEO, même je pense que c'est pareil peut-être pour la Quinca en digital 360, c'est que les bons profils sont assez rares et qu'au final, si tu veux trouver, recruter des bons consultants SEO, bah, c'est compliqué puisqu'au final, soit ils sont déjà formés et du coup ils sont déjà en agence, déjà chez l'annonceur, ou alors ils sont déjà freelance par exemple. Est-ce que toi, quand si demain tu te dis par exemple, ok c'est bon, je recrute, je sais pas, un top profil senior qui a au moins 5 ans d'XP 100% SEO, notamment par exemple sur l'île qui n'est pas à Paris, est-ce que tu penses que ça va être très compliqué ou au contraire que ça va aller assez vite? Alors, sur l'île, il y a des belles agences, hein. Tu as Noise, centre Ouais, social de Noise. Tu as l'ex-revanche des sites et ensuite s'appelait Complify. Ensuite, j'ai fait ça il y a pas longtemps sur placement rédigé ouais par c'est mail. Encore changé. Bespoke, ouais. C'est une sous, enfin je comprends plus rien mais. Eux, par contre, leur branding, les gars, si vous passez par là, je sais pas ce que vous avez fait. Mais bon, en tout cas, je pense que vous avez un très bon réseau, donc ça doit quand même tourner. Donc il y a des belles agences à Lille, hein. Franchement, il y a un beau centre d'expertise SEO. Tu as aussi toute la famille Mullier qui ont plein de grosses boîtes, donc des SEO internes.
Je pense à Decathlon, Leroy Merlin, Ok, ouais. Auchan. Tu vois, t'as quand même beaucoup d'entreprises. Donc en vrai, le vivier, je pense, de SEO à Lille est très important. C'est peut-être même une des top villes de France quand j'y pense au niveau des agences. Je sais qu'à Lyon, il y en a des belles aussi. Mais je pense que Paris est au-dessus, mais Lille, ça fait partie du top 3 à mon avis, au niveau des grosses agences. Vous regardez les top agences et vous voyez c'est quand un centre social, où est-ce qu'ils ont des centres où est-ce qu'ils sont basés. Vous allez être Ouais. étonné du nombre d'agences qui sont basées à Lille. Donc il y a ce qu'il faut. Par contre, honnêtement, moi je pense plus qu'il faut recruter des profils pas débutants, mais juniors, c'est-à-dire un profil qui a 1 an de SEO ou vraiment qui a un intérêt fort pour le SEO, Ouais. comme nous il y a 1 an, tu vois. Peut-être Ouais. qu'aujourd'hui on est un peu plus avancé. Et les faire monter en compétences, les mettre sur les bons process, être très très bon en process, avoir un bon management, etc., qu'aller rechercher vraiment du senior, parce que je me trompe peut-être, hein, mais moi je remarque franchement que les gens de la team, ils sont déjà bons, quoi. Et on a encore plein de Ouais. choses à apprendre, etc. Mais je me verrais mal recruter quelqu'un qui a 10 ans aujourd'hui d'XP en agence. Je pense pas qu'il aurait un gros apport Bah, en agence. ouais, je pense que ça dépend du stade où tu en es et peut-être de ta typologie de client, parce que c'est clair que si là, demain, un senior arrive chez toi, enfin, je connais même pas ton portefeuille client, mais et que par exemple, tu n'as qu'un grand compte, voire pas de grand compte, et beaucoup de TPE, PME, c'est clair que lui, il va s'ennuyer parce que en fait, toute sa valeur ajoutée, typiquement, ça va être sur du SEO très technique, avec peut-être des sites avec des dizaines de milliers d'URL, etc., des problèmes de JavaScript. Chose que t'as pas forcément, tu vois, en TPE, PME. Donc, mais par contre, tu vois, bah, je sais qu'à l'agence web, on avait pas mal. Enfin, en gros, pour situer, en tant que freelance, c'est pareil, j'ai pas spécialement de grands comptes. J'ai des beaux clients où il y a pas mal de chiffre d'affaires et tout. Mais en termes de SEO, j'ai pas de grands comptes, genre des gros sites type casino avec plein de sous-domaines, plein d'URL, etc., plein de problématiques techniques. Mais du coup, on le sait en SEO, plus le site est gros, plus c'est un grand compte, plus en général, le SEO purement technique, web performance, etc., indexabilité, ça va avoir beaucoup d'impact en fait, parce que, étant donné le nombre d'URL qui va être concerné, et donc plus tu vas avoir besoin de profils un peu très techniques, seniors, etc. Et je sais qu'à l'agence web, tu vois, on avait peut-être, je sais pas combien de grands comptes, mais au moins deux, trois, voire plus. Et c'est vrai que là, sans profil senior, c'est très compliqué puisque même quelqu'un qui a mon expertise, mon expérience, ça va être compliqué de faire des recos très très précises, très techniques. Donc je pense que ouais, ça va de pair avec la typologie de client tout simplement. Toi, si par exemple demain tu avais, je sais pas, tu as un énorme site qui t'appelle type Carrefour, tu vois. Bonjour Antoine, on vous a trouvé sur le podcast MVP, incroyable podcast, on souhaite travailler avec vous, on adore votre vision et tout. Est-ce que globalement là t'as les armes pour y répondre ou est-ce que tu te dis ok, il faut vite que je trouve un profil très technique pour cette mission-là? En vrai, bonne question. Nous, on travaille déjà sur du grand compte, hein. On Ok, a, ouais. alors, oui, on a des grands comptes à l'agence. Mais c'est vrai, tu as raison en fait. Mais j'ai l'impression aussi que c'est aussi une façon de se rassurer, de se dire je vais recruter un profil senior et au final tu te rends compte que la personne avec qui tu travailles depuis 2 ans à l'agence, qui est montée en compétence avec toi, avec qui tu as construit tes process, avec qui tu sais communiquer, ça risque Ouais. d'aussi bien se passer que si tu recrutes ah j'ai un client, un gros client, bah allez je vais recruter un Ouais, SEO chez Noise qui a X années d'XP, il arrive, je vois le truc arriver, tu vois. Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, mais je pense que c'est mieux de faire monter ces gens en compétence jusqu'à qu'ils deviennent seniors que d'aller ouais, recruter c'est des clair. seniors ailleurs. Et je pense que ça peut même être une erreur d'un point de vue, une erreur financière, parce que ça peut coûter assez cher un CDI expérimenté, voilà. Et en fait, au final, si ça porte pas une plus grosse valeur ajoutée, c'est pas forcément plus avantageux. Mais après, bien sûr, hein, tu as raison, hein, je pense que comme tu dis, il y a des sujets, c'est sûr, si demain on vient me voir pour la redoute et qu'on me dit, voilà, j'ai vraiment des études, j'ai une étude de cas très particulière, il me faut ça, problème d'indexation, ça. Je réfléchirais peut-être s'il signe à recruter quelqu'un, mais je préférerais quand même avoir quelqu'un en interne et qui je sais que ça va bien se passer. C'est une bonne question Ah ouais, là-dessus. je comprends.
Parce que j'allais te poser une dernière question. Je pense qu'après, on va boucler sur cette partie recrutement de profil senior, etc. Parce que c'est pas tout le podcast qui doit être focus là-dessus. Mais ma dernière question, c'est en fait, en théorie, effectivement, si tu pars du principe que tes équipes elles peuvent progresser à l'infini, tu as tout intérêt à plutôt t'axer sur leur apprentissage, leur onboarding, etc. Et puis après, leur progression continue, plutôt que recruter directement des profils qui, même d'un point de vue rentabilité, vont être très chers, etc. Alors que peut-être que ton profil Oui. confirmé, junior confirmé, dans 2 ans, il sera à ce niveau. Mais est-ce que tu penses pas qu'il y a quand même certains points de leur progression qui, malheureusement, sans senior, vont être compliqués? Je pense pas. Parce que moi, je me rappelle à l'agence web, par exemple, la première fois que j'ai eu mes notions de JavaScript SEO, c'était vraiment avec des profils, tu vois, seniors, avec quelqu'un comme Adrien Russo, qui d'ailleurs, c'était le sujet de sa conférence au SEO Camp 2022. Je crois qu'il y a la rediff sur YouTube, s'il y en a qui sont intéressés. D'ailleurs, même pour toi et tes équipes, si jamais vous avez une problématique SEO, rendering et tout, c'est quand même des choses très précises. Est-ce que tu penses pas que ce genre de sujet, des fois, en fait, sans senior, malheureusement, c'est très compliqué de se former dessus? Peut-être. Après, nous, on a quand même on a recruté déjà pas mal de problématiques. On a une cinquantaine de sites en cours qui Ouais, sont chez nous. On a dû avoir 200 projets à peu près. Donc on n'est pas tout junior non plus. Mais, ouais, c'est clair, hein. mais je pense que tu as raison. Mais en fait, disons que c'est pas la solution magique de se dire j'ai un gros projet, je recrute un CD senior. Ouais, Je pense que dans 80% des cas, justement, tu peux te planter. Mais c'est vrai que si tu recrutes la bonne personne en qui tu as vraiment confiance et qui tu as un bon fit et tu sais qu'il est vraiment bon et qu'il arrive à l'agence, il développe un petit peu des process, il aide les autres consultants, etc., ça peut être intéressant. mais en Euh, fait, je pense avoir trouvé la solution entre guillemets, l'entre-deux entre les questions que je te pose et tes réponses. Ce serait de d'avoir un profil comme ça effectivement dans l'agence, parce que c'est toujours un support, typiquement un profil très technique. Mais je pense que l'erreur à ne pas faire, c'est en fait justement ne pas le recruter pour un besoin immédiat, très précis, urgent, où au final tu vas risquer peut-être de recruter la mauvaise personne, mais plutôt de, en fait, si un jour tu croises le chemin de cette personne-là, un expert technique, etc., c'est-à-dire, ok, enfin, limite apprendre à le connaître et tout avant de faire des entretiens d'embauche, je sais pas quoi. Et à un moment se dire, ok, est-ce que tu es chaud de venir à l'agence? Moi, je sais qu'à l'agence web, je pense que c'est comme ça que ça s'est passé, mais en tout cas, on avait un expert technique et qui était tout le temps là, en fait, qui a même pas été recruté, je pense, en tout cas, pendant que j'étais là, il n'a pas été recruté pour une problématique précise, mais plutôt un expert sur lequel tu peux t'appuyer quand tu as une problématique technique. Parce que, honnêtement, le SEO technique, c'est quasiment un autre métier que le SEO classique, hein. Parce que, enfin, je veux dire, tout ce qui est optimisation des web performances, etc., si tu veux aller vraiment loin, enfin, moi-même, là-dessus, je dirais que j'ai les bases, voire un niveau moyen, tu vois, mais sur la web perf, ça peut aller très loin, quoi. Donc, ouais, je sais pas ce que t'en penses, mais je pense que ça peut être intéressant d'avoir ce genre de profil qui est un peu ouais. rare à trouver, mais je pense ouais, il faut pas le recruter dans l'urgence, quoi. En vrai, c'est intéressant, mais je pense que, en tout cas, pour une agence, c'est un profil que tu commences à recruter pas dans les débuts, hein. C'est Ouais, ah c'est bah un oui, c'est sûr. dernier profil limite. Mais c'est vrai que tu vas sur les grosses agences. Je sais qu'Eskimos, ils ont un directeur technique. Ouais, c'est Ils ont ça, un voilà. directeur technique. Ouais. Je pense que à l'agence web, tu l'avais aussi. Euh, Maintenant, voilà, pour moi, le SEO, c'est beaucoup d'humain, c'est beaucoup de pilotage, c'est du management, savoir gérer des rédacteurs, savoir gérer des devs. Et pour moi, la première qualité, c'est pas forcément de la tech pour une bonne gestion de projet, surtout pour un grand compte d'ailleurs. Pour moi, c'est plutôt d'être bon en communication, savoir gérer ses équipes, etc. Tu vois. Parce que Ouais, nous, quand ok. on a des grands comptes, globalement, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que le SEO, il va avoir un interlocuteur en entreprise, généralement la personne qui s'occupe du projet avec qui on a communiqué sur l'appel d'offres. Ouais. Et ensuite, derrière l'interlocuteur, tu vas avoir une team de rédacteurs. Donc le SEO, il communique les briefs, il s'assure que tout est bon, il dit quand ça va pas. Tu vas avoir une team de dev. Donc il sait pas coder, hein, le SEO, simplement il dit ce qu'il faut faire. Donc tu vois, je pense que la première qualité, elle est humaine avant d'être technique. Et moi, j'ai plus confiance, c'est vrai là-dessus. Après, tu as raison, on va peut-être passer à un autre sujet, mais à la montée en compétences en interne, euh, Ouais. à travers voilà, plein de choses communes, qu'à la solution un peu miracle de je recrute mon head-off. Tu vois. Moi, pour moi, mon futur head-off, ça sera quelqu'un qui a été consultant, puis team leader, puis directeur, puis tu vois, et qui Ouais, finalement. c'est clair. Mais je préfère cette logique, hein, en tout cas.
Bah, de toute façon, même si je devais te donner mon avis, mon ressenti, je pense que c'est quand même, si tu dois choisir entre les deux, à savoir recruter pour avoir, enfin toujours recruter pour avoir de l'expertise ou former tes équipes pour avoir de l'expertise, je pense que ta réponse est la plus saine aussi d'un point de vue développement de boîte, où au final, tu vois pas du tout tes profils, tes employés comme des pions que tu peux remplacer, et plutôt que tu les vois comme des profils humains que tu vas faire évoluer dans le temps. Et où vous allez croître ensemble, quoi. Je trouve ça vraiment plus sain, quoi. Donc ouais. Après, on pourrait parler peut-être de ton rôle en tant que dirigeant d'agence, puisque tu l'as dit, en fait, tu gères beaucoup de profils. Tu dois gérer aussi toute la partie un peu rentabilité, les flux de trésorerie, etc. Est-ce que d'un point de vue temps passé, en tant que dirigeant d'agence, c'est quelque chose qui est très demandeur, ou au contraire, est-ce que le fait d'avoir des personnes en dessous de soi, typiquement pour effectuer les prestats, ça va te libérer beaucoup de temps et tu vas être assez chill? Je connais la réponse, mais Et bah, après, normalement, tu peux tout déléguer, hein. Mais simplement, ouais. je pense qu'il y a des étapes. Et là, l'étape à laquelle je suis, donc en gros, entre 10 et 30, peut-être, c'est à peu près une step qui va me suivre là-dessus. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, l'opérationnel est complètement délégué. Le management, il est délégué au niveau des consultants, mais pas au niveau des managers. Et toute la partie administrative, en fait, si tu veux, en agence, d'ailleurs, tu peux le voir aussi à la quincaillerie, donc clairement, tu vas avoir une business unit administrative, purement administrative, dans laquelle tu vas avoir les commerciaux, la partie assistante de direction quand tu es petit et directeur administratif et financier quand tu grossis, Ouais. la partie RH, donc head of people quand tu es gros, et c'est encore l'assistante de direction chez nous qui s'en occupe avec moi. Euh, donc en fait, ouais, tu as quand même plein de sujets en même temps. Et moi, je fais plus de SEO pour des clients, mais c'est moi encore qui fais les process. Donc en fait, je fais à fond du SEO parce que quand tu fais des process, tu Ah fais bah du ouais. SEO, ça prend même un peu plus de temps parce que tu réfléchis pour que tout le monde puisse bien les utiliser à des documents. Donc en fait, je fais quand même beaucoup de SEO, même si j'en fais plus directement pour les clients. Ok, ouais. C'est super intéressant. Et bah, justement, par rapport à ça, la standardisation un peu des processus, des manières de faire, est-ce que globalement ça se fait assez facilement, du type, tu vas créer un template, un process type, tu vas essayer de le simplifier au maximum et tout le monde va réussir à le suivre sans problème, ou est-ce que même en faisant un maximum d'efforts, tu as toujours des personnes qui vont pas comprendre, qui vont peut-être quand il faut faire un audit technique, qui vont pas suivre la roadmap type. Est-ce que globalement ça va dans le même sens ou malgré les efforts, des fois c'est toujours un peu, ça c'est parti toujours selon les consultants? Ah tiens, je vais te montrer ça, tu vois, ça c'est la plaquette process. Donc tu vois, il y a 90 Ouais, pages. Pour te dire que le SEO, ouais, c'est pas du bullshit. Et c'est pas du bullshit les pages, hein. C'est des bullet points avec des étapes à suivre. Et là, je sais pas si c'est à incroyable. l'envers ou quoi, ou si tu arrives à lire. Non, non, là je le vois. Pour nos clients, pour que nos clients vivent l'expérience SEO Monkey. En Oh gros, là, l'idée, ça c'est c'est que, stylé. l'idée, c'est que peu importe tu tombes sur quel consultant, tu as la même prestation. C'est Ouais, l'objectif. Par contre, nous, ce qu'on observe, c'est que même si tu as des process carrés, des templates, etc., ça remplace pas l'humain. C'est-à-dire que bah la oui, c'est clair. stratégie de fond, la réflexion, elle est faite par l'humain. Moi, je sais que quand j'ai des consultants débutants, parce qu'on a débutants avant junior, les débutants, c'est vraiment des gens qui savent pas faire de SEO, on les met sur Ouais, opérationnel, ils sont exécutants. Ils n'arrivent pas à faire du consulting, ils n'arrivent pas à réfléchir stratégique, ils sont plus en mode ouais, je c'est dois faire clair, c'est ça. une logique. Et c'est là que tu leur dis à un moment, t'es pas exécutant, t'es consultant. Nous, on n'a pas de rédacteur à l'agence, on a des consultants qui font de la rédac en fait, qui sont Ouais, débutants, on les met sur des tâches opérationnelles, mais on leur demande de mettre à jour leur roadmap technique, contenu, etc. Tu vois. Donc là-dessus, même si on a des process, même si les choses sont carrées, les gens, voilà, ils évoluent à leur rythme. En fait, ça fait partie du job en fait de les suivre sur la montée en compétences. Nous, on a des rendez-vous trimestriels, d'ailleurs, on les fait cette semaine, où en fait, on envoie un document qu'on appelle performance, dans lequel tu as toutes les stats du consultant, ouais, churn, etc. Et aussi, tu as un tableau sur enfin sur toutes les micro-compétences qu'ils doivent savoir faire. Par exemple, faire un brief de contenu, je sais pas moi, faire un audit sémantique concurrentiel, etc. Il y a vraiment une cinquantaine, une centaine de lignes, ce qui correspond à chaque page en fait du process. Et il ouais. s'auto-évalue, ne connaît pas, ne sait pas faire, sait faire et sait expliquer. Et J'avais la après, même chose, ouais. le leader évalue en plus. Donc il Ok, s'évalue, ouais. le team leader évalue, et sur chaque ligne, tu as un lien vers une vidéo qui a été tournée en interne qui explique comment faire le point précis. Ok. Il y a une montée en compétences qui est énorme en fait.
et qui fait partie Ah, du c'est job. incroyable. Parce que moi, Alors, j'avais eu ça aussi, où tu t'évalues, après ton manager t'évalue, etc. Tu regardes la différence. Par contre, toi, tu as vraiment mis du concret derrière, en mode, bah, tu vois, là, tu as un gap sur ce point-là, et je t'ai prévu une vidéo dédiée à ça, ou reconsulte ces pages-là du livre de process, etc. Enfin, c'est ok, ouais, c'est top, franchement, c'est cool. ouais. Mais ça fait partie, pareil, hein, c'est super, bah, c'est peut-être la notion la plus difficile en agence, en fait, c'est la partie humain. C'est que tu dois vraiment faire monter en compétence les gens, faut être patient, parce que tout le monde va pas à la même vitesse, t'en as qui n'ont pas la notion en arrivant de ce qui leur attend, Ouais, etc., tu vois. ouais, c'est clair. Mais c'est assez cool Ouais, aussi. C'est mais assez tu cool. vois, ça me rappelle mes débuts en SEO aussi. En fait, au début, j'étais vraiment, enfin, tu vois, même avant de rejoindre l'agence, c'est vraiment à l'agence que j'ai appris, moi, toute la partie consulting, stratégie. Et en fait, vraiment comprendre la logique du SEO, en quoi ça peut faire exploser le chiffre d'affaires de ton client et comment, sur quels mots-clés se concentrer au début versus quels mots-clés délaisser au début pour les taper ensuite, etc. Tout ça, c'est vrai que c'est très compliqué. Et au début, quand j'étais en freelance, j'avais que la notion opérationnelle, genre, enfin, ça avait aucun sens. C'est-à-dire que je prenais, enfin, ça avait aucun sens, on passe tous par là, hein, mais c'est quand j'y repense, c'est vraiment rigolo. C'est que je prenais un mot-clé, typiquement, je sais pas, par exemple sur mon site de Whey, on va dire euh, Whey perte de poids, par exemple, et je regardais même pas la SERP, quoi. C'est-à-dire que j'avais été à ce niveau-là, c'est que je rédigeais sur la Whey et la perte de poids, mais je regardais pas la SERP, alors je me faisais un plan qui me semblait à peu près logique, tu vois. Et puis après, j'allais sur des outils comme un point .fr. Il y avait aussi, je sais plus comment ça s'appelle, il y avait un autre site, c'était textfocus.net. Bref, des sites qui te donnent en fait des pourcentages d'optimisation sémantique, des endroits où insérer tes mots-clés. Et ça s'arrêtait là. Et pour moi, mon article était optimisé, quoi. C'est-à-dire que la notion d'intention de recherche, je l'avais pas du tout, alors qu'aujourd'hui, mais c'est la base de la base. Limite, justement, j'utilise plus d'outils d'optimisation sémantique, mais par contre, je pense 100% intention de recherche, quoi. Donc en fait, en découvrant un peu la logique, je fais l'inverse de ce que je faisais avant, quoi. Et c'est vrai qu'au début, c'est pas si simple. Je veux dire, nous, on a l'habitude, etc. On fait ça tous les jours, donc ça nous semble enfin, très logique, évident. Mais au début, c'est vraiment dur de savoir, en fait, quelle brique tu mets avant quelle brique, etc. pour au final Ouais. avoir une stratégie SEO, ranker sur tel Puis, mot-clé, quoi. nous, on l'observe, hein, surtout au niveau des alternants. Il y a un énorme blocage pour beaucoup sur la partie conseil, en fait. C'est-à-dire qu'ils Ouais, peuvent être exécutants, même bons exécutants, mais ils vont avoir beaucoup de mal à communiquer, à conseiller, ils vont avoir le syndrome de l'imposteur, ils ouais. vont avoir un blocage, en fait, hein. Mais vraiment, hein, c'est vraiment, vraiment, vraiment. Moi, j'ai une vingtaine d'alternants, je pense, sur les 2 dernières années. C'est quelque chose de très, très récurrent, tu vois, et qui s'observe en fonction des caractères de manière différente. Mais en tout cas, pour ces personnes-là, si jamais il y en a qui nous écoutent, déjà, si vous écoutez ce podcast jusqu'au 37, Ouais, 38 c'est minutes, là, bon, c'est, vous êtes bah, bon déjà. en tout cas, bah, vous êtes peut-être pas forcément bon, mais en tout cas, vous avez la volonté d'y arriver et j'en suis sûr que vous allez y arriver. Mais si jamais il y en a qui nous écoutent, moi je sais qu'un des points qui m'a le plus débloqué, puisque là, enfin globalement, je parle de SEO sur tous les réseaux et tout, machin. On dirait que j'ai toujours été confiant avec ça, mais pas du tout. Moi, ce qui m'a vraiment débloqué et ce qui m'a enlevé un peu ce syndrome de l'imposteur, c'est justement de référencer mon propre site. Parce que travailler en agence, c'est génial, vous êtes confronté à plein de sites, mais ça va pas vite entre guillemets, je trouve, parce que bah voilà, tu vas faire une reco, le client il va pas l'intégrer pour telle raison, puis après il faut relire l'article, etc. Alors qu'avec vos sites, faut être un peu déter pour faire ça en rentrant chez vous après l'agence peut-être même des fois. Mais en tout cas, je trouve avec nos sites c'est incroyable. Moi je me rappelle que le matin avant d'aller à l'agence, je publiais des pages. Donc à l'époque je faisais consultant ici au Marseille, consultant ici au Paris, tout ça. Et limite, 2 jours après, pendant ma pause du midi à l'agence, je regarde si c'est bien indexé, je regarde c'est classé combien, etc. Et en fait, en faisant ce mécanisme-là de production et d'analyser les résultats, voire de réoptimiser derrière, ben là, vous comprenez tout de suite, ah ouais, ok, je vois comment ça marche vraiment le SEO, je le vois en live. Et d'ailleurs, je comprends que ce mot-clé-là, en fait, il est hyper pertinent pour moi, puisque j'ai vu que, par exemple, ça m'avait envoyé des leads pour de la presta SEO, etc. Versus cet autre mot-clé-là, bah, j'ai des bons résultats aussi, mais je vois que ça m'apporte pas trop de leads. Et donc, je pense que c'est vraiment cette logique-là qu'il faut avoir et surtout ces actions-là qu'il faut mener pour ensuite pouvoir conseiller un client, parce qu'en fait, vous l'avez tellement fait pour vous qu'au final, c'est naturel, vous avez eu des résultats et vous avez confiance, quoi. Et moi, je sais que c'est plus ça qui m'a apporté confiance en moi
que mon expérience en agence, parce que mon expérience en agence, ça m'a apporté des process, une méthode, mais au final, c'est appliquer cette méthode-là sur des sites perso qui a fait que vraiment j'ai commencé à avoir confiance en moi. Et puis, bah, plus vous rankez sur des thématiques concurrentielles, plus vous avez confiance en vous, et plus travailler pour des grands comptes ou des mots-clés très stratégiques, ça sera simple pour vous, quoi. Donc, bah, je sais pas si tu as fait un peu ça. On est sorti un peu du cadre agence digitale, mais en tout cas, je pense que en plus, je suis quasiment sûr que c'est globalement la même logique pour d'autres expertises, type le copywriting. Bah, pourquoi pas lancer un site, faire des textes copyrightés pour vous, voir le taux de conversion, etc., et prendre confiance par rapport à ça, quoi. Donc, je sais pas si ça t'a fait ça, toi, Antoine, un peu. Oui, 100%. Bah, nous, on a commencé en référençant nos propres sites, donc c'est vrai qu'on n'a pas eu le syndrome de l'imposteur. Ouais, Euh, mais voilà, on est des consultants. Moi, je recrute des consultants. Je recrute pas des. Donc, un consultant, il faut qu'il monte en compétence sur la partie gestion de projet, sur la partie conseil, ouais, formation. Nous, moi, j'aime bien dire, par exemple, que nous, nos devis, si tu veux, tu as des lignes hyper détaillées avec du temps de travail, avec de l'opérationnel, du nombre de mots, du nombre de backlinks. Et j'aime bien dire qu'on ne mettra jamais une quantité sur la pédagogie envers que tu ouais, dois avoir envers ton client, mais c'est la ligne cachée, en fait, où il y a toujours un. Et en fait, il ouais, faut que tu arrives à faire comprendre ce que tu fais à ton client, à lui faire monter en compétences, même sur un grand compte, en fait. C'est pour ça que je dis que la qualité numéro un sur la gestion d'un grand compte, c'est l'humain, parce qu'en fait, il faut que tu le motives. Parce c'est que clair. un grand compte, c'est comme tout, hein. Tu vas avoir un CDI derrière, il va avoir plein de trucs à gérer, et si à un moment t'es pas assez bon, bah, il va mettre le SEO petit à petit de plus en plus bas dans sa to-do, et le projet il va pas avancer. Donc il faut que tu arrives à donner envie, à faire monter en compétence tes équipes. Il y a beaucoup, mais Bah, le SEO, c'est de la gestion de projet, hein. C'est vraiment de la gestion de projet. même d'un point de vue rétention client et rentabilité de l'agence, au final, si le client il comprend pas ce que tu fais ou l'intérêt de ce que tu fais, il va pas vouloir rester en fait. Il va se dire, je paye tous les mois et je comprends pas ce qui se passe. En plus, le SEO, les résultats sont assez longs à venir, donc c'est pas forcément parlant les premiers mois de presta. Donc limite les premiers mois de presta, c'est là où il faut le plus éduquer sur les process, pourquoi on fait ça, etc. Euh, alors je vois que toi tu as un appel dans 10 minutes, il me semble. On a les questions à répondre. Est-ce que, avant de répondre aux questions rapidement, tu avais un point de l'agence, avantage, inconvénient, que tu voulais aborder? Ou est-ce que tu penses qu'on a globalement fait le tour? Ouais, on a fait Ou- un bon tour, je trouve qu'on a été assez authentique dans notre échange. Ah tiens, bon, c'est bon. Ok. Donc au 9h, Euh, il y a des gens qui vont arriver au bureau, donc je ne vois pas parler en podcast quand il y aura du monde aussi. ah ouais. Vas-y, t'inquiète. Bon, de toute façon, on termine rapidement les questions. Alors, on a Sébastien Deluc qui nous a reposé les mêmes questions que la semaine dernière, parce que du coup, l'épisode, il va sortir, donc il va avoir toutes ses réponses normalement. Sinon, on a Vianney qui nous dit combien de temps pour faire bouger la requête agence SEO et la positionner. Et on a Fabien, mais je pense que c'est une question troll, qui nous dit enfin, comment faire du SEO globalement, je crois. Ouais, comment être premier sur Google. Donc je pense qu'on va répondre à la question de Vianney qui est intéressante. En plus, si tu veux, je commence et puis tu pourras répondre ensuite, puisque toi aussi, t'avais été top 10, il me semble, sur agence SEO. En tout cas, bon, bah, c'est une requête qui bouge beaucoup, hein, mais il me semble qu'à un moment, tu avais été top 10. Euh, donc, bah, combien de temps pour faire bouger la requête agence SEO et la positionner? Je vais pas pouvoir te faire une réponse générique, mais je vais pouvoir te partager mon expérience. Moi, du coup, j'avais créé ma page optimisée pour agence SEO et d'emblée, elle rankait, il me semble, entre la 15e et la 20e position, quelque chose comme ça. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Mais il faut savoir que derrière, j'avais beaucoup de pages agence SEO plus ville qui faisaient des liens internes déjà vers cette page-là quand je l'ai créée. En plus, j'avais maillé dans mon footer, dans mon menu principal, il me semble. Ou non, que le footer. Mais bref, j'avais bien maillé, etc. Et donc, je crois que j'avais commencé même à faire quelques liens, un ou deux peut-être. Et voilà, j'étais en gros 15-20e. Et ensuite, c'est vraiment la manipulation de CTR qui m'a fait passer dans le top 3, 5. Et puis maintenant, je crois que je reste globalement dans le top 5, voire top 10. Enfin, c'est une requête qui bouge vraiment, vraiment beaucoup. D'ailleurs, quand je check, c'est marrant, mais un jour, je vais voir Noise en premier. L'autre jour, juste après, je vais voir Noise huitième, quoi. Genre, c'est très violent à quel point elle bouge, je trouve, en tout cas en ce moment. Avant, c'était un peu moins le cas. Et donc, bah, globalement, pour faire bouger justement ma page de agence SEO de la 15e, on va dire, à la, je crois que je suis passé après deuxième, ça m'a pris vraiment peu de temps, mais avec la manipulation de CTR, si je l'avais fait en mode pur achat de liens, pur continuer à faire du maillage interne, etc., donc de manière classique SEO, je pense que ça aurait pris vraiment énormément de temps.
voire j'aurais peut-être jamais atteint le top 5. Donc, faut savoir un peu ruser parfois, hein. Comme je disais sur un post LinkedIn, j'ai utilisé une chose que les agences SEO avaient pas ou moins que moi, à savoir une communauté, le fait que j'ai pas mal de gens qui me suivent sur les réseaux, ce qui a fait que j'ai pu jouer sur ce tableau-là. Et du coup, pour te répondre, combien de temps exactement, je pense que vraiment ça a été l'histoire de 2 semaines, même pas. Je crois qu'au bout d'une semaine, j'avais déjà les résultats de ma manipulation de CTR. Donc voilà. Fabien, comment être premier sur Google? Je pense qu'on va pas répondre globalement parce que ce serait un petit peu long, mais on te renvoie, même si c'est un troll, peut-être, on te renvoie quand même à l'épisode qu'on a fait débuter en SEO avec Antoine, où pendant, je crois, 1 heure, on aborde ce sujet-là, justement, comment apprendre à faire du SEO. Donc, hésite pas à le regarder. Antoine, est-ce que tu as un retour à nous faire peut-être sur la SERP agence SEO, la fameuse? Ouais, bah après, toi, ça t'a pris 2 semaines, entre guillemets, pas longtemps, mais en vrai, c'est énormément de taf pour cette requête. Tu dois Ah créer bah tout oui. un site autour de cette requête, tu dois faire tout un cocon sémantique. Donc en gros, moi, je dirais plutôt ouais, à peu près 1 an en travaillant un peu tous les jours Ouais, si pour tu pars de commencer à zéro, avoir ouais. des bons résultats sur des requêtes transactionnelles dans le SEO, à savoir agence SEO, consultant SEO, toutes les requêtes transactionnelles. Moi, je dirais plutôt du 6 mois à 1 an pour commencer à avoir des résultats, pour commencer à avoir du prospect, si tu pars de zéro. Si tu Euh, pars de zéro, ouais, t'as bien raison de préciser parce que effectivement, moi, je l'ai mis dans mon cas à moi où j'avais déjà une bonne autorité, où je travaillais déjà mon SEO sur des requêtes similaires depuis déjà longtemps. Bah, en l'occurrence, même plus d'1 an. Enfin, je sais pas, mais voilà. Donc, ouais, bonne précision. mais ouais, très compliqué comme requête et très, très importante aussi pour les agences de se positionner là-dessus. C'est clair. Au moins, limite, être dans le top 10, parce que bon, en fait, c'est plus un élément de réassurance. Je pense que une requête phare, moi je le vois avec la requête freelance SEO par exemple, c'est une requête qui apporte des leads, mais en soi, elle est beaucoup plus importante d'un point de vue réassurance, où peut-être quelqu'un entend parler de vous et puis va venir checker en fait juste après dans la SERP si vous êtes positionné. Il y en a qui le font, quoi. Donc ça peut être super intéressant. Voilà, bah Antoine, de toute façon tu vas avoir ton appel. Je pense qu'on a fait un bon tour. On avait une autre question, il me semble, mais plus précise, donc peut-être qu'on y répondra la semaine prochaine. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, bah écoute, on a fait un bon tour. On se dit, Ouais. pour moi, tout est bon. Euh, Peut-être du coup on peut conclure là-dessus. Donc semaine prochaine, je pense qu'on pourra aborder un sujet. On avait noté pas mal de sujets. Je te propose d'aborder le sujet bienveillance versus opportunisme. Je trouve Ouais, qu'il y a si un tu sujet veux. intéressant. Ouais, Euh, super intéressant. Avec la vision business, etc., je pense qu'on pourra pas mal relater là-dessus, ouais. et donc voilà, donc passez une bonne semaine tout le monde et puis on se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Yes, à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.